Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache et Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission. Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de la série Art, Culture et Patrimoine. Exceptionnellement, cette fois-ci, nous nous sommes déplacés et nous sommes dans un lieu qui va plaire aux gens qui sont férus d'histoire parce que ici, on est dans un lieu qui parle et les murs parlent, les objets parlent. Puis, on aura un invité qui va nous en parler aussi. Alors, je vous présente M. François Gamache. Alors, M. Gamache, on va dire, on est content d'être chez vous. Ah, bienvenue. On vous souhaite la bienvenue à l'émission, mais on est quand même chez vous. Alors, M. Gamache, on vous connaît par le biais de vos activités professionnelles. On vous connaît par votre implication au niveau du centre-ville, l'héritage centre-ville. Mais il y a un aspect que les gens connaissent peut-être moins, et c'est celle du collectionneur. Oui. Et moi, j'aimerais savoir comment vous en êtes venu à vous intéresser aux collections de toutes sortes. Je dirais un concours de circonstances un peu, puis depuis 10 ans environ, là, ça a pris vraiment un élan, si on peut dire, que c'est plus intense là, depuis 10 ans. Mais tout jeune, je me souviens, la première fois que j'ai ramassé un objet, c'était le début des grosses vidanges, puis ma tante avait mis un hache-tabac au coin de la rue, et puis elle a dit « Oh, ils n'ont plus besoin de ça, mon oncle est mort », puis ça a fait qu'avec d'autres vieux pneus puis des objets, et puis j'ai dit « Non, non, jette pas ça ». Ça a fait que j'avais peut-être 12 ans à ce moment-là, et puis j'ai ramassé l'hache-tabac, puis là, tu sais, il y avait déjà, comme si je voyais déjà que ça méritait d'être gardé peut-être, cet objet-là. Et puis, comment dire, dans les années 80, je courais les encans un peu, il y avait encore beaucoup d'encans. Fait que je me souviens d'un des premiers morceaux d'articles promotionnels, dont on a ici plusieurs exemplaires. Un des premiers que j'ai acheté, c'était un thermomètre de J. Ferland. Un thermomètre d'environ 16 pouces. C'était un encan au quartier Mitchell. Et puis, à un moment donné, il dit « Sors un thermomètre, J. Ferland. » Hey, j'ai dit « Mon Dieu, ce serait le fun de garder ça. Le magasin est fermé. » Puis, ça fait que mise là-dessus, ramasse le thermomètre. Puis, ça a dormi pendant un bon nombre d'années, là, tu sais, parce que je ramassais sporadiquement des items. Et puis, là, à un moment donné, des personnes dans ce parcours-là qui ont été importantes, entre autres, Mme Marielle Noël. Lorsqu'elle a fermé le magasin familial de chaussures à Notre-Dame, elle a dit « Hey, tu ramasses un peu, toi, là? » Elle a dit « Viens, là, je vais te montrer s'il y a des affaires qui t'intéressent. » Ça fait que là, j'avais ramassé quelques morceaux intéressants, dont une belle affiche au néon, marquée Alfred Noël, encadrée de néon. Mm-hmm. Et puis, c'est comme si ça m'avait donné là, vraiment cet élan-là. Et puis, suite à ça, aujourd'hui, tu sais, avec les packs Kijiji, on trouve plein d'affaires. Ça fait que... Et c'est ce qui vous a amené à tenir l'exposition d'objets commerciaux promotionnels à la Station des Arts? Exactement. Ça fait que là, on est venu bonifier ça un petit peu avec des enseignes, tout ça, pour parler, entre autres, de nos embouteilleurs locaux qu'on avait à l'époque. Hein. Tout le monde se souvient de Roland Picard, le Coke. Oui, alors qu'on embouteillait ici. Oui, les 3 grosses usines d'embouteillage. Alors, ces gros morceaux-là qu'on a en arrière-plan ici sont venus faire un décor un peu pour meubler justement l'exposition de la Station des Arts. OK, c'est de là que vous êtes parti. Puis, vous avez fait appel à de nombreux collaborateurs, je présume? Oui. Des personnes qui, à force d'en parler, tu dis « Ah, j'ai ça, moi, je vais t'offrir ça, j'ai trouvé ça, ou bon. » Et puis, à travers tout ça, l'exposition s'est tenue à l'été 2013. Et puis, à un moment donné, j'ai fait la rencontre d'un quelqu'un qui est devenu un ami aujourd'hui, c'est Mario Delille.
qui dit, garde, je vais t'aider, moi, à faire des textes, puis pour parler de tes objets. Puis tout ça, j'avais écrit des choses au brouillon, tout ça. Alors, il m'a aidé non seulement à peaufiner les textes, mais à installer l'exposition là-bas, à la Station des Arts. Puis, une fois que ça a été terminé, on s'est dit, bien, ça serait bien dommage de tout remettre ça dans des boîtes. Alors, on l'a monté ici, au sous-sol de la Maison Lavalière de la rue du Mille. OK. Et ça, c'est accessible, si on fait un petit aparté, c'est accessible, ce petit musée-là, cette petite exposition-là. Par visite de petits groupes, tu sais, sur rendez-vous. C'est comme un peu l'exposition du patrimoine funéraire en haut. C'est marqué dehors, visite sur rendez-vous, le téléphone est marqué, puis de temps en temps, les gens m'appellent, ou on fait une porte ouverte à l'occasion. Disons que j'appellerais ça un projet de retraite. Ma retraite, c'est pas ce que ça va ouvert une couple de jours par semaine. Quand on parle du nombre d'objets que vous avez exposés et du nombre d'objets qu'on a ici, c'est assez impressionnant, non? Oui, si on va là, du petit bouchon de coke marqué J.L. Monfette, aller jusqu'à la plus grosse pièce qu'on peut avoir ici, je suis certain qu'on a au moins 500 items, là, ça, facilement. Puis tantôt, quand à micro fermé et caméra fermée, on a fait le tour et à un endroit, vous avez dit, bon, ça c'est de la réserve. Ouais. Alors, c'est pas tout qui est exposé. Non, on ne peut pas tout installer. Hein. Le local est quand même des dimensions limitées. À un moment donné, on va faire des rotations un petit peu pour pouvoir présenter d'autres commerces, tout ça. Si on parlait de la nature des objets que vous exposez ici, oui. On parle de quoi? Alors, regarde, ça va du cendrier, de la pinte de lait, du thermomètre, comme on disait tantôt, les affiches publicitaires, tout ce qui a le nom d'un commerce qui a été en opération à Thetford, je ramasse ça. Effectivement. Okay. Et puis, on a mis quelques pièces là un petit peu pour qu'on va pouvoir faire un peu d'interprétation. OK. Le dénominateur commun dans tout ça, c'est les objets promotionnels, les objets commerciaux. Exactement. L'objet promotionnel. Ça peut être juste une en-tête de lettre, des fois, tu sais, parce que le simple objet nous permet de faire de la recherche sur le commerce, sur son histoire, ainsi de suite. Tu sais. L'objet sert de véhicule un peu là, pour en parler. Je vais vous poser une question difficile. Si je vous demandais d'identifier dans ces objets-là un des objets auxquels vous tenez le plus. Bien, je te dirais que la cruche qu'on a à ta droite, là, la dernière, là, celle-là, qui est une cruche à vin qui date autour de 1890 environ. Ça me tient à cœur, comme tu dis, parce que cet hôtel-là, l'hôtel, il parle ici du Thetford Mines Hotel, Labranche et Roberge propriétaire. Alors, cet hôtel-là était situé au début du siècle dans le même bâtisse où j'ai été élevé. Fait qu'à un moment donné, sur des cartes postales, j'ai découvert que le coin Saint-Joseph-Notre-Dame, les gens vont se souvenir où était la pharmacie Gagnon, la pharmacie d'Audier. Bon, on s'apprête justement en janvier là, à démolir ce bâtiment-là. Alors, je me suis rendu compte que où j'ai demeuré ma jeunesse, que c'était, au début du siècle, un hôtel. Puis assez... C'était prestigieux comme édifice. Assez prestigieux, voilà, oui. Quelque chose avec, j'appelle ça un chapiteau, quelque chose qui venait coiffer le bâtiment de 3 étages avec des galeries sur 2 faces. Hein, galerie sur la rue Notre-Dame et puis qui descendait sur la rue Saint-Joseph en continu. La galerie tournait le coin du bâtiment. Alors, j'ai découvert à un moment donné sur une carte postale, j'ai dit, voyons, c'est quoi ça, ce bâtiment-là? À travers tous des petits bâtiments de bois bien simples, celui-là ressortait. Tu sais, l'hôtel avait été tout recouvert en briques, des coins français. Je dirais qu'à l'époque, là, il n'y avait pas d'hôtel de ville à ce moment-là. Les banques n'étaient pas construites. La banque de commerce avec les colonnes, tout ça, c'était pas construit. Je dirais que c'était le 2e bâtiment le plus prestigieux après l'église Saint-Alphonse. On va parler de la première église Saint-Alphonse, celle qui a été incendiée là. Alors, c'était un hôtel. Alors, tout ça pour te dire que l'objet qui me tient le plus à cœur, c'est un peu ça, parce que cette cruche-là, c'était un peu la cruche à vin de l'hôtel où j'ai grandi dans les années 60-70. Et les gens pouvaient passer
à l'hôtel avec leur cruche pour aller chercher du vin. Oui, la récupération existait à l'époque. Là, Et le même contenant pouvait être utilisé à plusieurs reprises, puis c'était marqué l'hôtel. Fait que c'était gênant d'arriver avec le contenant de l'hôtel Labranche puis aller à l'hôtel commercial. parce qu'effectivement, il y avait aussi le contenant de l'hôtel commercial sur lequel vous avez mis la main aussi. Bien, ça, c'est mon ami, justement, Mario Delisle, qui, à un moment donné, il dit « Tu as la cruche de l'hôtel Labranche? » Bien, il dit « Moi, ma famille, il y avait la cruche de l'hôtel Langevin, l'hôtel commercial, qui était situé juste en face de la vieille gare, sur les terrains de la mine Belle actuelle, si on veut. On faisait vraiment une paire de comparses idéales. Alors là, c'était pas apporter votre vin, c'était venir chercher votre vin. Chercher votre vin. Ça fait qu'on était dû pour se rencontrer. On avait chacun une cruche des deux plus vieux hôtels quasiment de la ville. Alors, ce sont des objets auxquels vous vous tenez particulièrement. Oui, c'est intéressant parce que, justement, tu sais, ça fait découvrir que ce coin de rue-là, à un moment donné, ça a été quelque chose au début du siècle. On s'imagine l'effervescence qu'il y avait, hein, je pense, au moment de la découverte de l'amiante, puis les années qui ont suivi. C'était un peu comme le Klondike. Ce monsieur-là se sera dit, garde, on va en bâtir une belle hôtel. C'est appelé à devenir une grande ville. C'est ça. Dans le même secteur, moi, je serais tenté de parler de tout ce que vous avez sur le cinéma B. Oui, c'est un coin qui a été ravagé par un incendie important à la fin des années 50. Et vous avez, je pense, plusieurs objets qui nous rappellent cette époque-là. Oui. L'incendie du cinéma B en mai 57, c'est quelque chose que beaucoup de gens se souviennent encore. Beaucoup de gens à qui on parle aujourd'hui, l'incendie du cinéma B, là, ça a été à peu près le plus gros événement dans ces années-là. Et puis, ça m'a marqué aussi parce que c'était au centre-ville. Je me suis intéressé à cet incendie-là, avec des photos, tout ça. Et puis, à un moment donné, M. Jacques Fugère me fait découvrir que sur une des photographies qui ont été prises le jour de l'incendie, qu'il voyait très bien quel film était à l'affiche cette journée-là. Il dit, regarde ici, là. Il dit, c'est écrit « The Rainmaker ». C'est le faiseur de pluie, qui était ironique un petit peu le thème du film avec l'incendie magistral qu'il y avait eu là. Il y aurait eu besoin d'un faiseur de pluie cette journée-là. Alors, il m'a allumé quelque chose. Je me suis dit, hey, on va essayer d'avoir les affiches promotionnelles du film de l'époque. Alors, comme je te disais tantôt, sur eBay, sur les packs, on trouve pratiquement tout. Fait que sur eBay, effectivement, j'ai trouvé les séquences du film, des belles images couleurs, des séquences du film qui étaient affichées à la porte du cinéma B aussi cette journée-là. Non seulement le titre du film à l'affiche, mais il y avait les séquences couleurs qui affichaient à la porte pour montrer aux gens, voir de quoi ça avait l'air le film, puis l'actrice qui était Audrey Hepburn, puis Burt Lancaster. Alors, on a installé ces choses-là. J'ai trouvé aussi, grâce à Mme Marielle Noël, un petit programme du cinéma B. Eux autres, ils étaient comme deux troisièmes voisins du cinéma B. Alors, c'était leur cinéma, finalement. Et puis, il y avait un petit programme. Puis, par la suite, j'ai découvert un tout petit carton d'allumettes marqué « Restaurant B », parce que non seulement il y avait le cinéma, mais adjacent, il y avait un restaurant casse-croûte. C'est ça. Et puis... Et il y avait, à mon souvenir, il y avait un vaste hall d'entrée au milieu duquel il y avait un guichet là, pour la vente des billets. La vente des billets. Effectivement. Malheureusement, on n'a aucune photo, ou une photo de la salle à l'intérieur lorsqu'elle a été restaurée. Parce que le cinéma B, ça datait aussi du début du siècle. Ça s'appelait le théâtre élite à l'époque, par les recherches qu'on a pu trouver ça. Et puis, à un moment donné, ce monsieur B, là, qui avait parti le théâtre élite, a fait des rénovations majeures avec des plans d'architecte de M. Berkmans-Gagnon. Et puis, ils ont tout restauré le cinéma. C'était devenu une vraie belle salle de cinéma. Et puis, malheureusement, en 1957, le feu a tout détruit. Si on s'en va un petit peu plus loin sur la rue Notre-Dame, puis comme on parle de commerce et d'objets commerciaux, on avait là l'un des très vieux édifices de la ville, et je pense au King Cash Store. Oui. Et relié à ça, vous avez un objet excessivement rare, je pense. Oui, je crois aussi. La journée que j'ai découvert ça,
Les gens vont peut-être se souvenir, j'aime mentionner de qui ça vient l'objet quand on est capable. Hein? Mademoiselle Annette Garneau, qui demeurait ici sur la rue de la Fabrique, qui a été professeure, qui a enseigné à plein de gens qui ont passé à l'école Saint-Alphonse. Alors, la succession de Mme Garneau m'ont présenté quelques objets, verges en bois, tout ça. Et puis, entre autres, cette brosse ici, une brosse à vêtements. Plusieurs magasins offraient ça à leurs clients à l'époque, les bons clients, tu sais, une brosse à vêtements. Et puis, alors, je vois ça dans la boîte qu'elle m'avait préparée, madame, et inscrit dessus, je crois qu'on appelle sérigraphie, c'est pressé, en tout cas, c'est en relief, les lettres. Et puis, King Cash Store, alors, qui marque le seul magasin département des cantons de l'Est à Thetford-Mines. Tout écrit en anglais, je n'ai pas besoin de vous dire. Alors, et il y a une histoire particulière autour du King Cash Store. Parce que King dit mine King, King Beaver, tout ça. Alors, c'est une des premières mines à Thetford, la mine King. Et puis, eux, ces propriétaires-là, s'étaient dit, garde, on va, comme ça se faisait dans beaucoup d'usines, ils payaient leurs employés en coupons. Ils disaient, regardez, on vous paye en coupons, puis vous viendrez à notre magasin, vous avez de la nourriture, des vêtements, tout ce qu'il faut. Ça les rendait un petit peu captifs, là. Oui, c'est certain. Hein, ça a fait que... Puis c'était pas unique à notre région ici. C'est des choses qui se faisaient à l'époque. On le voit, il y a d'ailleurs dans Cormoran. Récemment, ils repassent les émissions du programme Cormoran, puis le monsieur en question payait ses employés un coupon. Alors, si bien que en 1915, il y a eu une grève, une des premières grèves majeures, et puis les mineurs, une de leurs revendications, c'était, regardez, payez-nous en argent qu'on puisse aller dépenser où on veut. Alors, c'est ce qui a fait qu'en 1919, le King Cash Store a fermé ses portes. Alors, on peut dire que cet objet-là date des années, peut-être 1915 autour. Ça fait que chaque objet pourrait avoir une histoire oui, c'est ça qui est plaisant. Tu sais, on n'a pas l'histoire de chaque chose, mais des fois, l'objet suscite la curiosité. On en parle un, parle à l'autre. Il dit, ah, regarde, il y avait telle chose par rapport à ça. Fait que c'est tous ces éléments-là que je réussis, j'essaye à emmagasiner pour... On a fait des tableaux d'interprétation un petit peu, à même l'exposition ici. Fait que les gens peuvent suivre un peu pour chacun des commerces principaux dont on a quelques objets, voir un peu quelle est l'histoire de ce commerce-là. Sur votre gauche, il y a également un objet qui rappelle l'existence d'un magasin de vêtements c'était un classique. Oui. C'est à l'époque. Le magasin Béliveau, qui était situé, pour situer les plus jeunes aujourd'hui, dans le bâtiment de la Caisse des Jardins, sur la rue Notre-Dame. La caisse n'est plus là aujourd'hui, mais dans ce bâtiment-là. Alors, dans la partie de gauche, il y avait le magasin G.A. Béliveau, qui était une grande mercerie, si on veut. Et puis, à un moment donné, M. Henri Terrien me dit, regarde, il dit, tu ramasses tes objets sur Thetford? Il dit, moi, je vais t'offrir mon jacket de baseball. Il dit, l'année qu'on a gagné le championnat, en 1963, puis leur équipe était commanditée par le magasin G.A. Béliveau. C'est pour montrer jusqu'à quel point c'était quand même un commerce important. Puis ils avaient habillé leur... on n'a pas besoin de dire qu'ils avaient habillé leurs joueurs. Ah oui. Alors, les plus âgés vont se souvenir de l'équipe G.A. Béliveau qui était une puissance au niveau de la balle. Alors, je pense que ça va rappeler de bons souvenirs. Ben oui. Ouais. Et vous avez beaucoup d'objets semblables, de vêtements. Vêtements, d'autres, on parlait tantôt des cendriers. Entre autres, beaucoup de commerces se faisaient imprimer un cendrier à leur nom, tu sais, puis ils distribuaient ça à leurs clients. On sait à l'époque comment il y avait de fumeurs. Alors, c'était un beau cadeau à offrir à son client. Dit, regarde, je te donne un cendrier, comme aujourd'hui, on donne un calendrier ou un stylo. Ça fait que, pour continuer avec le magasin Béliveau, on a un cendrier qu'on pourra voir en gros plan peut-être tantôt, qui est assez particulier en terre cuite. Et puis, il est inscrit dessus Bernard et Béliveau. Parce que le magasin Béliveau, au départ, M. G. Arthur Béliveau travaillait pour un nommé Bernard, qui avait une mercerie. Alors, il a travaillé pour lui quelques années. Au décès de M. Bernard, il a pris la relève. Et puis, alors, ils ont amalgamé leurs deux noms pour faire la mercerie Bernard et Béliveau. On a justement ce cendrier-là en terre cuite ici. Puis ce qui est particulier, j'ai mis une belle petite boîte d'allumettes qui est une petite boîte d'aujourd'hui, mais
qui avait son petit emplacement ici pour venir placer la petite boîte d'allumettes. C'était encore le même format, la petite boîte d'allumettes de bois, que dans les années 20, parce qu'on parle là d'un objet qui date de 1925-1929 à peu près. Ouais. Est-ce qu'il y a dans l'exposition qu'il y a ici présentement, il y a des objets auxquels vous tenez comme à la prunelle de vos yeux? Je te dirais que l'objet auquel je tiens le plus, il n'est pas ici. En fait, on fait un petit article dans le journal l'an dernier. C'est un ledger, un livre de magasin général, où il inscrivait le nom de chacun des clients. Chaque client avait sa page. Et puis, pour donner un exemple, c'est un ledger qui date de fin 1800 aussi. Et puis, les noms des clients qu'on a dans le haut des pages, on a Sinaï-Rousseau, le quartier Rousseau, le quartier Saint-Noël. Le curé Alphonse d'Auteuil, qui était le premier curé de Saint-Alphonse ici. Alors, les pionniers avaient leur page, leur nom inscrit dans le haut d'une page. Et puis, à chaque fois qu'il allait faire un achat au magasin général, qui s'appelait le magasin général Eusèbe Paquette. Alors, à chaque fois qu'il allait faire l'achat, il inscrivait au crayon, 2 livres de l'or. Et puis, à l'occasion, on voit une orange. Ou bien donc un fruit. Ça fait que c'est pour montrer à quel point c'était des denrées rares à ce moment-là. Ils vendaient une paire de bottines. C'était un magasin général. Alors, Et le document en question, il n'est pas ici. On le retrouve où? Au centre d'archives. Au centre d'archives. Oui, parce que, pour faire une histoire courte, je l'ai trouvé sur eBay lui aussi. Et puis, c'était dans le Maine. Alors, j'ai misé dessus. C'est probablement des gens qui ont demeuré ici à Thetford, qui ont déménagé aux États-Unis au début des années 1900. Et puis, ça a redormi, comme on va dire, dans un grenier pendant nombre d'années. Puis, la personne qui en avait possession l'a mis en vente. Alors, je l'ai récupéré. Puis, du moment qu'il a été ici, j'ai pris quelques photos. J'ai dit la place la plus sûre pour le conserver, c'est le centre d'archives, parce que c'est vraiment l'histoire du début de notre communauté. C'est les noms des pionniers. Puis ça. Les objets que vous avez en plus grande quantité, on voit beaucoup d'affiches en métal, en tôle. Alors, est-ce que c'est ce que vous possédez là, en plus grande quantité? Disons que c'est ce qui est le plus imposant un peu. Ça prend beaucoup de place. Je dirais que ce qu'on a beaucoup, des cendriers, comme on disait tantôt, parce qu'il y a beaucoup de gens, des thermomètres. On disait que les commerçants offraient à leurs clients. Alors, parfois, c'est un tout petit thermomètre, la laiterie Baudouin, des pharmacies, où des fois, c'est sur carton. C'était une petite plaque cartonnée avec un paysage, puis un tout petit thermomètre dans le coin. C'était moins coûteux aussi. Le cadeau allait en fonction du client un peu. Là, Alors ça, des thermomètres, on a beaucoup aussi. Des cintres à vêtements également. Mais comme je dis souvent, que vous ayez n'importe quoi, ça peut être, aussi petit soit-il, un carton d'allumettes, peu importe. Tout est intéressant pour faire de l'interprétation de notre histoire. Et vous procurez ça auprès des gens qui vous contactent, probablement? Oui, c'est en parlant, puis tout ça. Puis j'invite les gens, si vous avez quelque chose chez vous, que vous avez le goût, qu'ils prennent toute une valeur à l'intérieur d'une exposition comme ça, contactez-moi. Je pense que la plupart des gens, là, par le biais de l'entreprise, là, peuvent me rejoindre. On peut donner quand même le numéro. Là, c'est 335-91-69. Alors, l'appel est lancé et les gens qui voudraient faire don de ces objets-là, des objets qui n'ont pas besoin d'être rarissimes, ça peut être très commun. Là. C'est ça, exactement. Puis chaque objet, vieillit tranquillement. Si on ne les récupère pas aujourd'hui pendant qu'ils sont disponibles, à un moment donné, on va les chercher plus tard. Ah oui, je me souviens, on est passé devant une affiche lumineuse du Bravo Pizzeria et vous avez dit un jour ça sera vieux. Ben oui. Alors, c'est des choses que vous avez récupérées. Là. Un soir, j'étais allé au Pigalle pour un film. Et puis en sortant, d'un coup, c'est curieux, il n'était pas allumé l'enseigne Bravo Pizzeria dans le local qui était vide à ce moment-là.
Mais ça m'a accroché là. Et j'ai dit, oups, ça en est un beau morceau quand même. Alors, on réussit à en faire l'acquisition puis le faire restaurer. M. Gamache, juste au-dessus de nous, il y a autre chose aussi d'intérêt. Et là, je pourrais parler de déformation professionnelle. Vous avez un musée d'un autre ordre. On peut peut-être prendre 10 secondes pour signaler de quoi il s'agit. Alors, c'est notre exposition sur le patrimoine funéraire. C'est situé ici, à l'endroit où on est, c'est la maison Lavalière. Beaucoup de gens vont se souvenir de la famille Lavalière qui avait une entreprise funéraire. Alors, eux autres nous ont, cédé quantité d'objets qu'à un moment donné, on a décidé de mettre sous forme de tableau pour faire de l'interprétation. Puis c'est un peu la même chose qu'ici. On a fait l'acquisition d'un objet et d'un autre, dont l'an dernier, un corbillard à chevaux, en bois tiré par les chevaux. Alors, oui, c'est un petit peu ça. On va sûrement revenir vous faire une visite d'intérêt ça sera un plaisir dans peu de temps. De vous accueillir. On vous remercie infiniment de ce tour d'histoire. Et quant à vous, on vous invite à être des nôtres pour une autre émission d'art, culture et patrimoine.